Merci David et quel bel accueil ici à Roubaix. Moi-même venant de Brest, je ne peux que me féliciter d'une chose. J'ai été accueilli non seulement par un député exceptionnel en compagnie de notre présidente de groupe, mais j'ai été également accueilli par un beau soleil comme il en est si souvent à Brest. Effectivement, nous avons passé, avant de venir ici, nous rejoindre toutes et tous, nous avons passé une superbe journée. Et si je peux vous faire, avant de vous parler de la 6e République, une petite confidence. Voyant David cheminant dans la ville, à la rencontre des habitants dans le quartier de l'Alma, ou ensuite lorsqu'il nous a montré le superbe lieu de la piscine de Roubaix, j'ai vu un camarade qui non seulement aime sa ville, mais qui profondément en aime ses habitants, en épouse les aspirations, parce qu'il est, et je crois que c'est aussi le sens d'être un insoumis, il est, avant d'être un député, un citoyen, un être humain, un homme attaché au combat pour l'intérêt général. Et si je vous fais cette petite confidence, c'est également pour vous donner à vous et à celles et ceux qui tout autour nous écoutent, vous donner un petit conseil. Faites-nous plaisir, faites plaisir au pays, faites-vous plaisir et à Roubaix. Donnez au pays un maire insoumis, celui de Roubaix, David Guiraud. Et si nous sommes en si grand nombre ce soir, si nous sommes si nombreuses et nombreux, c'est également pour envoyer un signal clair. Ce rassemblement de ce soir, il est pour la paix, il est pour la 6e République. Il est un signal envoyé partout dans le pays pour dire qu'une force immense est disponible pour défendre la démocratie, pour dire que nous n'avons pas oublié, Sherazade l'a dit, nous n'avons pas oublié qu'en juillet dernier, le président de la République a piétiné la volonté des Français, que ce piétinement est inacceptable et que non, nous ne sommes pas du genre à passer l'éponge et surtout pas à celui-là. Nous n'avons pas oublié ce refus et ce refus a des conséquences très concrètes, car au lieu d'avoir un gouvernement du nouveau Front populaire, nous nous trouvons avec la continuité d'une politique, celle de la ruine des services publics, celle de l'enrichissement toujours plus grand des plus riches, et celle qui, au quotidien, pourrit nos besoins les plus fondamentaux, à l'hôpital, à l'école, les payes qui ne sont pas suffisantes pour y arriver. Et de tout cela, la décision d'un seul homme rendu si puissant par les institutions de la 5e République de refuser de reconnaître les résultats du scrutin est responsable. Mais pas seulement, car cette politique de destruction sociale, vous le savez comme moi, est un carburant de première catégorie pour l'extrême droite. Jamais l'extrême droite n'a autant progressé dans le pays que sous Emmanuel Macron. Il en est comptable personnellement. Et nous le lui reprocherons tant qu'il faudra et jusqu'à ce qu'il dégage, car lui, comme les autres et toute sa clique, doivent dégager. Et oui, on a hâte de lui dire au revoir et pour bien longtemps à celui-là. Et alors, c'est vrai que les politiques macronistes sont un carburant de première catégorie pour l'extrême droite. Eh bien, l'extrême droite le lui rend bien au macronisme. Parce que comment Michel Barnier a-t-il pu durer 90 jours? Comment François Bayrou continue-t-il à gouverner? Parce que le Rassemblement national se fait le complice permanent du macronisme, parce qu'il refuse de censurer le gouvernement et parce qu'aujourd'hui, la situation politique du pays est la suivante. L'extrême droite marche main dans la main avec le gouvernement, car l'extrême droite lui remercie de mener des politiques qui conduisent à son augmentation. Eh bien, ils nous trouveront, et l'un et l'autre, toujours sur leur route. Parce qu'enfin, comment tout cela a-t-il bien pu arriver? Le vote des Français, il n'y avait pas besoin des éditorialistes de plateau qui ont rendu tout ça confus. Le vote des Français était très clair en juillet dernier. Il disait une première chose.
nous n'en pouvons plus de la politique de violence sociale d'Emmanuel Macron. Et une deuxième, nous ne faisons absolument pas confiance à l'extrême droite pour prendre les rênes du pays parce qu'elle est dangereuse. Et il en va dans bien des cas de nos vies. J'ai été particulièrement ému lors de la dernière campagne législative de croiser des concitoyens racisés qui me disaient « Nous jouons notre existence dans cette élection ». Eh bien, je suis fier d'appartenir à un mouvement qui leur a dit « Nous nous sommes et nous nous tenons à vos côtés pour défendre la République, défendre vos vies et battre l'extrême droite ». Battre les Le Pen, battre les Bardella, les Zemmour et compagnie. Mais alors, comment cela a-t-il été possible? Eh bien, deuxième confidence, beaucoup moins drôle celle-là, ça vient du Nouvel Obs, qui n'est pas connu pour être une officine insoumise. Vous ne le lisez pas, c'est normal, moi non plus. Alors. Mais bon, là, il y avait quand même un petit truc, histoire de un dîner entre Emmanuel Macron et quelqu'un dont Mathilde Panot, notre présidente, m'a appris qu'il était roubaisien. Il a dîné avec quel roubaisien? Bernard Arnault. Je ne crois pas qu'il se trouve dans cette salle. Et Bernard Arnault a dit à Emmanuel Macron, il faut à tout prix éviter un Premier ministre de gauche. Voici la clé d'explication fondamentale de ce qui s'est passé à l'été dernier et de la négation de la démocratie et de la souveraineté populaire. Là où des millions de personnes sont arrivées, pleines d'espoir, disant qu'enfin la vie pouvait changer, le SMIC augmenter, le point d'indice des fonctionnaires augmenter également, la réforme des retraites être abrogée, eh bien les milliardaires ont appelé le président de la République et ont dit « Non, 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 tu ne feras pas ça. Comment pouvons-nous supporter un seul instant que la voix d'un seul homme, tout milliardaire qu'il fût, soit considérée et soit de fait supérieure dans notre démocratie à la voix de millions de Français? Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas supporter que le pouvoir de l'argent s'impose à la démocratie. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans ce système où, à l'Élysée, au sommet du pouvoir exécutif, les liens sont intenses avec les plus grands milliardaires, avec le pouvoir de l'argent. Et ces liens, je le dis très tranquillement, ces liens doivent être brisés. Il est grand temps qu'enfin l'État soit séparé du pouvoir de l'argent. Et c'est parce que nous répondons non, parce que nous refusons cette situation, eh bien c'est bien pour cela que nous menons une grande campagne partout dans le pays pour exiger qu'une assemblée constituante soit élue, convoquée pour rédiger la constitution de la 6e République, démocratique, sociale, écologiste, féministe, antiraciste, qui ouvre enfin un horizon positif pour le pays, celui auquel nous aspirons toutes et tous, autant que nous sommes, et qui épouse les besoins fondamentaux de la population. Parce que, rappelons une vérité normalement connue de toutes et tous, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. La République, c'est toi, c'est vous, c'est moi, c'est nous toutes et tous qui aspirons à une politique profonde d'alternatives qui répondent précisément aux besoins fondamentaux qui sont les nôtres, le logement, la santé, le fait de pouvoir décider effectivement de comment on construit tel ou tel quartier parce que ce sont dans les quartiers que nous vivons. Eh bien, tout cela, c'est bien la démocratie concrète, celle que nous souhaitons faire vivre. Et croient-ils les autres que nous les laisserons se mettre à travers de notre chemin, celui de la souveraineté populaire? Eh bien non, parce que nous en sommes fondamentalement convaincus, et je le dis, nous sommes les seuls à le porter avec autant de force. Il n'y a en démocratie qu'un seul souverain, c'est le peuple. Je vous invite d'ailleurs à signer la pétition que nous avons lancée avec Mathilde Panot pour la convocation d'une assemblée constituante et le passage à la 6e République. Vous trouverez la pétition sur le site pourla6emerépublique.fr.
Voilà la petite pub qui est faite. Alors, fondamentalement, pourquoi avons-nous besoin de cette nouvelle République? Je veux insister aujourd'hui sur la démocratie sociale, parce que si le pouvoir de l'argent étouffe tant nos aspirations, s'il empêche que des politiques soient menées conformément à ceux dont nous avons besoin dans la vie au quotidien, eh bien, c'est parce que la Ve République organise, je l'ai dit, un lien particulièrement fort entre le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président, et de l'autre, le pouvoir financier et le pouvoir de l'argent en général. Eh bien, cela, il faut le rompre. Comment? Par des nouveaux droits. Par des nouveaux droits, certes, d'intervention citoyenne. Le référendum d'initiative citoyenne, par exemple, qui permettrait aux citoyens de se saisir eux-mêmes de questions qui les intéressent et qui était une grande revendication du mouvement des Gilets jaunes. Mais également, je veux le dire, la démocratie ne doit pas s'arrêter au seul domaine institutionnel, au seul domaine politique. Si nous appartenons, nous et ici particulièrement à Roubaix, David l'a rappelé, avec cette grande tradition et cette grande histoire des luttes ouvrières, si nous appartenons à ce temps de l'émancipation, c'est précisément pour dire que le pouvoir des êtres humains ne doit pas s'arrêter à la cité, il doit aussi être plein et entier dans les entreprises, dans les lieux de travail. Partout, nous pouvons décider et nous saisir de ce que notre vie implique au quotidien. Un petit exemple. Récemment, à Brest, il y a beaucoup de bouchons. Bon, il y a des travaux, voilà, il y a des bouchons. Mais ceci dit, j'ai entendu parler de travailleurs qui s'organisaient avec plusieurs entreprises parce qu'ils vivent dans le même coin. Et les travailleurs ont créé un collectif en se disant « Nous allons proposer à nos entreprises de différer nos horaires de travail de telle sorte à ce que nous puissions arriver plus facilement au travail. » Alors, cet exemple peut vous sembler un peu trivial. Il peut vous sembler anodin. Mais imaginez le nombre de petites misères qu'on a dans la vie et qui seraient résolues tellement plus simplement si nous pouvions, dans le cadre de l'organisation du travail, décider pleinement et entièrement. Voici également le projet que pose celui de la Sixième République. Et la belle tradition de lutte que vous avez ici nous renforce, je crois, dans une conviction que nous partageons toutes et tous, le mouvement insoumis et même bien au-delà dans le pays, une conviction qui rattache la France à son histoire républicaine profonde depuis la Révolution française, une conviction qui, depuis la promesse d'égalité posée par la Révolution française, dit « Le temps de la République bourgeoise est révolu, c'est terminé !» Et vous le savez d'autant mieux ici que déjà dans les années 80, le quartier de l'Alma que nous avons visité, ils avaient essayé de le détruire. Ils avaient essayé de le détruire et déjà à ce moment-là, il y avait eu un magnifique collectif qui s'était formé. Un collectif qui avait dit « c'est notre quartier, c'est nous qui décidons, on ne va pas laisser le quartier se faire détruire ». Et ils ont gagné, comme de nouveau la victoire est possible à l'Alma. Solidarité avec le collectif qui incarne une lutte porteuse d'espoir ici, mais en réalité partout. Parce que la lutte pour la Sixième République est la lutte pour la réappropriation de nos vies. Elle est la lutte pour dire que le pouvoir nous appartient. Et alors que le 1er mai approche, je vous invite en nombre, toutes et tous, partout dans le pays, à déferler pour la paix, pour la justice sociale, pour la Sixième République, pour la Constituante. Préparez vos pancartes, ils vont les voir fleurir et elles vont leur faire peur. Alors hier, j'étais à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. Je le dis parce que voilà, c'est pas... Enfin, là-bas, après, ils vont m'engueuler. Ils vont me dire, ah, bah, tout le monde sait. Non, bon, bref. Bon. Et à Saint-Brieuc, j'ai visité les archives départementales où il y avait, les doléances à la fois de 1789, mais également les doléances des Gilets jaunes de 2019. Et vous voyez, j'ai lu cette phrase qui venait d'un cahier de doléances de 2019, pendant le mouvement des Gilets jaunes, et qui émanait d'un petit village des Côtes-d'Armor. Et voici ce que notre concitoyenne y écrivait, dans les propositions qu'elle formulait pour le changement démocratique.
Reconnaître le droit de manifestation des citoyens sans avoir à craindre d'être matraqués, gazés ou visés par un quelconque engin très dangereux. Imaginez-vous la situation dans laquelle ces gens ont plongé le pays. Lorsque moi-même j'étais collégien, lycéen ou étudiant, je n'imaginais pas qu'une telle violence puisse être déployée contre les mouvements sociaux, les gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, le mouvement pour la défense des politiques climatiques, les mouvements féministes. Toutes et tous, nous avons été méprisés, nous avons été réprimés. Et aujourd'hui, nous levons la tête et nous disons « Cela suffit, nous sommes en République, nous sommes en démocratie. Les libertés publiques existent et elles doivent être chéries, protégées et défendues. » Parce que la République, c'est la République pour toutes et tous. Et la 6e République tout particulièrement. Et la perspective politique de la France insoumise tout particulièrement et tout singulièrement. Qu'est-ce que cela veut donc dire, la République pour toutes et tous? Eh bien là, je vous ai pris une citation d'un cahier de doléances de 1789, de Lamballe, pas loin de Saint-Brieuc. Voici ce qu'écrivaient les citoyens de Lamballe en 1789, comme exigence, comme horizon. Tout Français pourra parvenir aux emplois dont il sera capable sans que sa naissance soit un motif d'exclusion. Eh bien aujourd'hui, lorsque nous disons qu'il faut mettre un terme définitif à la discrimination à l'embauche selon son origine, selon sa couleur de peau, selon sa culture ou sa religion supposée, selon son orientation sexuelle, eh bien, nous ne disons pas autre chose que l'égalité doit prévaloir et nous nous unissons à la revendication de ce citoyen de 1789. Voici le fil de l'histoire que nous tirons, celui des Belges, des Marocains, des Polonais, des Cambodgiens qui sont arrivés ici et qui aujourd'hui, comme vous et moi, toutes et tous, nous sommes Français, toutes et tous, nous sommes habitants ici de la République. Et c'est pour ça, lorsque nous sommes habitants et que précisément nous ne sommes pas encore Français, eh bien cela pose un problème démocratique. J'ai croisé dans ma circonscription des personnes qui habitent depuis 20, 30 ans, 40 ans, ici, qui auraient tout le droit de demander la citoyenneté française. Et ils ne le font pas parce qu'ils en sont découragés par la complexification terrible de ce processus de naturalisation. J'en veux pour preuve un seul chiffre. En 2010, il y a donc 15 ans, il y avait dans ce pays 120 000 naturalisations par an. Aujourd'hui, nous en sommes à 65 000. Je le dis avec gravité, ceci est une très mauvaise nouvelle, car comme l'a dit à de nombreuses reprises, et notamment pendant ces campagnes présidentielles, Jean-Luc Mélenchon, il faut faire France de tout bois, il faut qu'ensemble nous participions à la décision, il faut inclure ceux qui aujourd'hui sont exclus de la décision. Et c'est pourquoi la 6e République tiendra la promesse qui n'a pas été tenue en son temps par le Parti socialiste, celle de donner le droit de vote aux étrangers lors des élections locales. Parce que cette situation relève en réalité d'une ambiance pourrie dans le pays. Bruno Retailleau qui fait un concours de dinguerie avec Marine Le Pen. Bruno Retailleau lui-même dit qu'il faut durcir encore davantage les conditions de la naturalisation. Honte sur lui! Nous incarnons les héritiers de la Révolution française, mais lui est héritier des Vendéens, des plus réactionnaires, de ceux qui ont toujours été les partisans de l'inégalité entre les êtres humains. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, même pour les francophones, par exemple, l'autre jour, je discutais à Brest avec un Sénégalais. Il me disait que pour avoir la nationalité, il devait valider un niveau B2 en français. C'est ridicule, c'est absurde, c'est humiliant. Et il faut mettre fin à ce système, tout comme il faut mettre fin à ces questionnaires lamentables de soi-disant culture générale, où des questions invraisemblables sont posées à celles et ceux qui vivent avec nous et qui veulent accéder au statut de citoyen. Par exemple, on peut leur demander, accrochez-vous bien, quel est votre plat français préféré? Le couscous? Mais oui, pourquoi pas? Eh bien, ce n'est pas l'avis de la ministre Genevard. La ministre Genevard
Elle a fait modifier un clip de campagne parce que justement, c'est un clip de campagne pour promouvoir le bio. Et dans ce clip de campagne pour promouvoir le bio, eh bien, il y avait un enfant métis qui mangeait un couscous avec sa famille. Alors, le cabinet de la ministre a demandé, faut s'accrocher, à adopter un casting caucasien et à remplacer le couscous par du cassoulet avec du canard. Alors, c'est une honte absolue. Mais qu'est-ce qu'elle disait, Genevard, avant, en 2021 ? Je pense que diaboliser Zemmour est une erreur. C'est quelqu'un dont on partage les constats ou qui partage les nôtres. Heureusement qu'on a battu l'extrême droite pour se retrouver avec des tanches pareilles au gouvernement. Ils sont une honte pour la France. Alors voilà, que tout ce que je viens de dire ne décourage personne. Au contraire, nous avons besoin de vous. Demandez la nationalité française. Venez nous aider à mener le combat contre l'extrême droite dans les urnes. Venez dans la rue le 1er mai. La France appartient à toutes et tous qui y vivent et y travaillent. Notre 6e République se répugne à accepter plutôt l'esprit de cour caractéristique de la monarchie présidentielle. Notre République, c'est celle des convictions contre celle des opportunistes. C'est celle du peuple contre celle des grands bourgeois. C'est celle des partisans contre celle des courtisans. Et justement, je suis tombé sur une chanson locale d'un poète et chansonnier roubaisien du 19e siècle, Gustave Nadaud. Alors, il n'était pas absolument à gauche, d'accord, mais il a quand même découvert ensuite les chansons d'Eugène Pottier, dont notamment l'Internationale. Donc bon, on va dire que c'était un type bien. Et alors, voilà ce qu'il chantait. Ayez à l'esprit un peu tout ce parfum de cour monarchique qui entoure Emmanuel Macron. Il sentait ça. Je vous le lis. Je connais pas l'air. Vous irez chercher sur Google. Un roi d'Espagne ou bien de France avait un corps au pied. C'était au pied gauche, je pense. Il boitait à faire pitié. Les courtisans, espèces à droite, s'appliquèrent à l'imiter. Et qui de gauche, qui de droite, ils apprirent tous à boiter. On vit bientôt le bénéfice que cette mode rapportait de l'antichambre à l'office. Tout le monde boitait. Eh bien, dans cet esprit monarchique qui caractérise le macronisme et la Ve République, je crois que cette chanson tombe bien pour dire, avec nous, toutes et tous ensemble, à bas la Ve République, à bas cette monarchie républicaine boiteuse, vive la 6e République sociale et démocratique à laquelle nous aspirons et que nous finirons par obtenir plus tôt que tard.